Je suis très très embêté. Je suis très embêté parce que j'avais préparé un truc qui, j'espère, aurait pu vous sensibiliser. Et puis, en fait, on m'a donné des consignes. Et moi, j'ai joué au rugby. Et au rugby, on joue avec l'équipe, on fait ce qu'on nous dit, ce que nous dit l'entraîneur. Et là, hier, on m'a dit des trucs et j'ai pas dormi de la nuit avec ça. Parce qu'en fait, il y a des règles. Et en fait, ces règles, si on y a des repas, faut vraiment transgresser. Parce que je crois que le secret du bonheur, c'est de surtout ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Alors, hier, je me suis fait éreinter. Je ne donnerai pas de nom, je les connais tous, je réglerai mes problèmes après. Mais il y a un truc, je me suis aperçu dans ma vie, il y avait 2 clés pour essayer d'être heureux et puis pour avoir une relation sympa avec les autres. C'était 1, de sourire, et 2, de dire bonjour. Et moi, on m'a dit, surtout, tu dis pas bonjour. Alors, je voulais vous dire ce soir, bonjour à tous, voilà. Bon, maintenant, on va rentrer dans le dur. Alors, je suis producteur d'huîtres, c'est mon vrai métier. C'est ce qui m'a fabriqué, c'est mon histoire, ça fait 7 générations. Je pense que les huîtres, c'est un peu génétique. Si on faisait de l'ADN, je pense qu'on trouverait des trucs de grassostrée dans mes gènes. Je fais ça sur le bassin d'Arcachon où je suis né. J'ai vécu sur le bassin jusqu'à 23 ans et j'ai un très bon ami, un homme que j'aime beaucoup, qui est un vrai poète, qui s'appelle Jean-Louis Aubert, qui a écrit une très belle chanson qui s'appelle Les plages et qui dit que sur toutes les plages du monde, il y a des enfants qui regardent de l'autre côté et qui pensent que le paradis, c'est là-bas. Ça a été mon cas. Donc j'ai fait mes tours de piste. J'ai à peu près fait le tour du monde en dehors de l'Amérique du Sud. Et puis j'ai appris que mon paradis, en fait, c'était chez moi, sur le bassin d'Arcachon. Donc je suis un homme chanceux, heureux. Et sur ce bassin, qui m'a nourri puisque c'est mon métier, mais j'ai eu aussi de grandes peines, puisque j'avais une entreprise familiale, que je me suis trouvé à un moment de ma vie confronté à la pire des situations, c'est-à-dire étaient réunis la bêtise, le cynisme, l'incompétence et la lâcheté. Et quand vous avez ça en face, je vous promets que vous êtes totalement désarmé. C'était une administration qui appliquait ça, ça m'a coûté une entreprise, donc à 50 ans. J'ai arrêté une entreprise qui était une entreprise familiale depuis 7 générations. Et là, c'est arrivé en 2005, cette aventure. En 2005, je savais que mon histoire était finie. C'est-à-dire, c'était chronique d'une mort annoncée. Pour faire court, quand vous perdez 300 000 euros dans une entreprise d'une année, quel que soit le talent que vous déployez, c'est très difficile à reconstituer. Donc je savais en 2005 que globalement, en 2006, 2007 ou 2008, mon histoire allait s'arrêter. Et là, j'ai découvert un truc, c'est que la pire des situations, c'était l'imaginaire, c'est-à-dire la peur imaginaire, de s'imaginer ce qu'allait être la disgrâce, de s'imaginer de qu'est-ce que vont penser les autres, puisqu'on sait que c'est fini, que ça va s'arrêter, mais tant qu'on n'y est pas encore, on n'y est pas confronté, donc on s'imagine à un moment, ça va finir, ça va être rude, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je suis une vieille famille du bassin, qu'est-ce que je vais devenir, financièrement, je vais faire quoi, je vais filer quoi à bouffer à ma fille, enfin, j'étais vraiment dans un système de peur qui est extrêmement oppressant, et on vous en a parlé, d'autres intervenants vous en ont parlé, la peur, et la peur imaginaire, c'est-à-dire que pas la peur où on est confronté aux choses, ce qu'on s'imagine de ce que va être la disgrâce, c'est bien pire que la disgrâce. Parce que la disgrâce, quand vous y êtes, c'est-à-dire vous êtes dans la merde, je vous le fais court. Et quand on est dans la merde, on n'a pas le choix. On ne peut plus se poser des questions. Il faut trouver des réponses. Et puis il faut surtout se bouger, parce que si on ne se bouge pas, là pour le coup, c'est la fin de tout. Et si j'ai pu traverser ces périodes très difficiles, je pense que c'est lié à 3 phénomènes qui ont à peu près bâti ma vie. Ça a été le bassin d'Arcachon, qui est un espace qui m'a donné beaucoup de force, parce que tout petit, j'ai toujours l'émotion quand je parle du bassin. Hop, je vous la refais. Donc ce bassin, j'y reviens, c'est un espace où j'ai grandi dans un petit village. J'ai été élevé en liberté, comme les poulets de Saint-Sevé. C'est-à-dire qu'à 5 ans, je me barrais dans mon village, je partais à 1 kilomètre de chez moi. Il n'y avait pas de risque, c'était que ma famille et que les voisins, on se connaissait tous, on était dans un pays de cocagne. Moi, je ne savais pas. Moi, par contre, à 5 ans, partir à 1 kilomètre, je me prenais pour Vasco de Gama. Enfin,
J'étais le roi du monde. Et cette espèce d'élevage en liberté, pour les poulets de Saint-Sevé, il faut penser au chèque tout à l'heure, et cette espèce d'élevage en liberté m'a appris à vivre sans peur, enfin sans peur de ce qu'il risquait y avoir. C'est-à-dire que j'ai été confronté à des peurs, je suis tombé sur des serpents, je suis tombé à l'eau, je suis parti à la dérive en bateau, donc j'ai eu des peurs, mais j'étais confronté, je les gérais au moment où j'étais dessus. Mais je n'étais pas dans le truc, jamais on m'a dit, va pas là, tu vas te faire écraser, sors pas, ne réponds pas au monsieur qui a le manteau et les cachous. Enfin, on m'a jamais dit ça. Donc j'ai toujours été élevé avec de la légèreté, voilà, avec de la légèreté. Et bon, le problème, ma mère, quand j'étais petit, me disait, tout ce que tu vois, c'est à toi, t'as 2 bras, t'as 2 jambes, le monde t'appartient. Et c'est vrai que le monde nous appartient. Le monde nous appartient si on le regarde, si on est attentionné aux autres. Et moi, quand je suis sorti de mon village, j'étais un bourgeois paysan. Il reste que 4 là où... Il est toujours naze ce truc. Bon. Et donc j'étais un bourgeois paysan et ma première confrontation aux autres, c'était au service militaire. En fait, j'ai débarqué, j'étais un gentil petit minet du coin. À 19 ans, on m'a coupé les cheveux, on m'a déguisé en Mickey, on m'a mis un pompon sur la tête et on m'a fait marcher au pas. Et on m'expliquait en m'engueulant qu'il fallait que je fasse des pompes. Et quand on avait fini de m'engueuler, on me réengueulait. Et on était 180 dans une piole où on n'avait aucun code. C'est-à-dire qu'on était 180 mecs, pas de code, rien qui nous rassemble, rien qui nous permette de nous identifier ou de nous reconnaître. Et dans cet environnement, face à l'adversité des gradés qui nous faisaient courir et qui nous faisaient souffrir, se sont regroupés des noyaux de gens. Mais on s'est reconnus juste sur le regard, sur le feeling, sur ce qui nous semblait qu'était l'autre et sur des perceptions qui étaient complètement dénuées de connivence, de code, Et en fait, au bout de quelques jours, on s'est aperçu que, bon, une fois que la pression était un peu tombée et qu'on maîtrisait un peu le milieu, on s'est mis à parler de ce qu'on était. Et j'ai découvert avec stupeur que mes meilleurs amis choisis, pour le coup, étaient des gens, si ça avait été mes voisins de palier dans mon village, je crois que je leur aurais jamais parlé tellement ils me ressemblaient peu. Et tellement ils n'avaient pas les mêmes codes que moi. Et de ce jour-là, je me suis mis à regarder le monde avec un autre œil. Et je me suis mis à regarder surtout le regard des gens, parce qu'à l'armée, c'est ce qui m'avait permis de trouver mes amis. Et je me suis mis à regarder le regard des gens, pas sa beauté, pas son expression, la manière dont les gens posent le regard sur les autres ou sur les choses. Et ça dit tout sur l'humanité des individus. Le deuxième truc qui m'intéresse aussi beaucoup dans la rencontre des gens, c'est la manière dont ils parlent des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens, quand ils parlent des autres, c'est pour dire du mal. Et vous apercevez que finalement, quand ils disent du mal de l'un à vous, dès que vous êtes parti, ça va être votre tour. Et il y a une très belle phrase de Spinoza qui dit ce que Pierre dit sur Paul, on dit plus sur Pierre que sur Paul. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Écoutez les gens parler, comment ils parlent des autres, et vous allez savoir quelle est la couleur de leur âme. Enfin, la couleur, pas totalement, mais enfin, vous allez avoir des tendances lourdes. Donc, tous ces événements ont fait que j'ai croisé beaucoup de gens, sans pression. C'est-à-dire que, ça c'est peut-être un handicap génétique, je n'ai quasiment jamais de pression. J'ai de l'émotion, vous l'avez vu sur le bassin tout à l'heure, mais de la pression, j'en ai pas. Et donc, le fait de ne pas avoir de pression m'a permis d'aborder les autres sans paranoïa, sans peur. Et je crois que le regard qu'on pose sur les autres induit le regard de l'autre. Je pense que si on a un regard qui a peur, l'autre en face va avoir peur et c'est communicant. Et le fait d'avoir ça, ça m'a amené dans plein d'aventures que vous avez citées tout à l'heure, le cinéma, la chambre de commerce de Bordeaux, le rhum à la Martinique, j'étais directeur commercial d'une boîte de rhum. Et en fait, finalement, ça a créé plein d'opportunités. Et comme j'aime bien les aventures, eh bien on me proposait un truc, si ça me plaisait, je partais. Et si je raconte ça, c'est pas pour vous dire tout ce que j'ai fait, c'est pour dire que ce qui est important, c'est pas d'avoir réussi ou d'avoir eu un échec dans ce qu'on a fait. Ce qui est important, c'est le voyage qu'on a fait pour y arriver. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à la réussite ou à l'échec, quand vous êtes à ce terme, c'est la fin de la première histoire. Et c'est le début d'une deuxième histoire qui commence. Or, ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'on fait pour arriver à la réussite ou à l'échec. Et les deux sont aussi constructeurs, enfin pour moi, parce que les deux amènent des leçons qui sont des leçons différentes. Donc si j'avais un message à donner, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est pas très important. Kipling a fait un très beau poème qui s'appelle « Enfin, ça finira, tu seras un homme, mon fils ». Je pourrais vous le faire en anglais, mais ça va être long. Et il y a deux phrases, il y a deux passages qui disent « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Et si tu peux affronter triomphe après défaite et prendre ces deux menteurs d'un même front, tu seras un homme, mon fils. Et je pense que c'est assez vrai. Donc il faut garder la pêche, garder l'espoir. Le monde est merveilleux si on sait regarder ce qu'il y a de beau. Quand j'étais en la mer de Noir en ostréiculture, c'était vraiment tendu, quand je dis tendu. Et j'avais un de mes confrères qui était déprimé, on avait des levées de soleil. Où il est mon lever de soleil? On avait des levées de soleil comme ça. C'est bien la peine que vous fassiez chier avec vos trucs, là, ça marche même pas. Et donc, quand vous avez ça le matin, même si vous avez la tête dans le noir et que vous n'avez pas d'avenir, ça, je vous jure, il n'y a pas un huissier qui vous les prendra. Donc ça, c'est un moment de bonheur. Et tous les moments de bonheur, il faut les savourer. Voilà, je vous remercie et je vous embrasse. Ciao.